Bonjour, nous continuons notre cours qui fait suite à la vidéo 2. Je reprends là où je me suis arrêtée la dernière fois, sur la glande pinéale, aussi appelée épiphyse, et sur la synthèse de la mélatonine. Donc on va voir comment s'effectue la synthèse de la mélatonine, son mécanisme d'action, ses récepteurs, etc. Sur cette diapo, je rappelle la localisation de la glande pinéale dans le cerveau, ici dans le cerveau humain, à gauche, et dans le cerveau d'un rongeur, à droite. Ici, c'est le cerveau d'un hamster. Dans le cerveau humain, comme on le voit, la glande pinéale est profonde. Elle a la forme d'une pomme de pin, d'où l'appellation pinéale. C'est un petit cône d'environ 8 mm situé en position médiane en arrière du troisième ventricule, entre les deux thalamus. Alors que chez le hamster doré, comme nous l'avons vu sur le rat blanc dans le TP de neuroanatomie, la glande pinéale est différente. On parle d'un complexe pinéal constitué d'un lobe superficiel, donc c'est la pinéale superficielle, reliée par une tige épiphysaire, en anglais pineal stalk, à un petit lobe en profondeur, donc la pinéale profonde. Sur le plan expérimental, on peut étudier les rôles fonctionnels de la glande pinéale et de son hormone, la mélatonine, en pratiquant une extraction, c'est-à-dire une ablation du lobe principal de la pinéale, comme on l'a fait pendant le TP numéro 1, donc c'est ce qu'on appelle pinéalectomie. On peut le faire sur des animaux du labo, qu'on peut garder en vie pendant assez longtemps pour voir l'impact de cette pinéalectomie sur les processus physiologiques qui nous intéressent dans une manipulation donnée. Sur une coupe histologique de la glande pinéale, l'observation microscopique révèle que cette glande est très vascularisée. Elle contient principalement des cellules appelées pinéalocytes dont l'activité change en fonction de la lumière du jour et donc leur activité change en fonction si on est pendant le jour ou pendant la phase obscure du jour. Elle est composée aussi de cellules gliales de type astrocytaire et des capillaires sanguins, les vaisseaux sanguins entourés d'un espace périvasculaire contenant quelques fibres collagènes. La découverte de la mélatonine remonte aux années 1958. C'est un dermatologue, le docteur Aaron Lerner, qui a découvert la mélatonine en 1958. La structure chimique de cette molécule fut établie par la suite. Elle est proche de celle de la sérotonine et du tryptophane, car elle dérive de ces deux molécules, comme on va le voir. Elle possède un noyau indolique, une fonction méthyle, CH3, et une fonction amine. Sa formule chimique brute est C13H16N2O2 et sa masse moléculaire est à peu près de 232 grammes par mol. C'est une molécule amphiphile qui n'est pas stockée mais immédiatement libérée après synthèse par la glande pinéale. Sa demi-vie plasmatique est courte, elle est à peu près de 20 minutes chez le rat. Alors, les voies de biosynthèse de la mélatonine peuvent être réparties en deux étapes importantes. Une synthèse constitutive qui aboutit à la synthèse de la sérotonine, ce qu'on appelle aussi la 5-hydroxytryptamine, et une synthèse nocturne uniquement aboutissant à la synthèse de la mélatonine, encore appelée N-acétyl-5-méthoxytryptamine. Alors, le précurseur de toutes ces molécules, c'est le tryptophane, qui est un acide aminé essentiel à l'organisme, donc on trouve dans l'alimentation. Il est converti par l'intermédiaire d'une enzyme, la tryptophane hydroxylase, en 5-hydroxytryptophane, et ensuite,
La 5-hydroxytryptophane subit une décarboxylation suite à une enzyme qui convertit cette molécule à la 5-hydroxytryptamine. La sérotonine donc, est ensuite convertie en mélatonine pendant la nuit, donc grâce à l'action de deux enzymes essentielles à la synthèse de la mélatonine qui sont l'AN-acétyltransférase qui convertit la sérotonine en N-acétylsérotonine et l'hydroxyindole-O-méthyltransférase qui convertit la N-acétylsérotonine en mélatonine. Donc pendant la nuit, au niveau de la pinéalocyte, on a toutes les enzymes de synthèse de la sérotonine et de la mélatonine. Et pendant la phase nocturne, on a la conversion de la sérotonine grâce à ces deux enzymes essentielles à la mélatonine qui est synthétisée donc pendant la nuit. Lorsqu'on suit les variations des enzymes essentielles responsables de la synthèse de la mélatonine, on remarque qu'elles présentent des variations qui suivent le rythme lumière-obscurité. Alors, sur le schéma, vous avez là, sur l'axe des abscisses l'échelle du temps, donc 24 heures. La phase obscure, c'est la phase hachurée en bleu. Et nous avons dans l'axe des ordonnées, vous avez les concentrations plasmatiques de la sérotonine, des enzymes AAN-acétyltransférase, la N-acétylsérotonine, l'hydroxy-I-O-méthyltransférase et de la mélatonine. Donc, comme on peut le voir, pendant la phase obscure, les taux plasmatiques de la sérotonine diminuent considérablement alors que les taux des enzymes qui permettent la synthèse de la mélatonine augmentent, aboutissant à une sécrétion nocturne dont le pic maximal de la mélatonine est enregistré pendant la nuit. Alors, en fait, en mesurant donc bien sûr les taux plasmatiques pour les enzymes, ce sont les ARN messagers qui codent pour ces enzymes qui présentent un rythme circadien au niveau de la glande pinéale. Vous avez vu l'hybridation in situ, donc grâce à la technique d'hybridation in situ, on peut mesurer les ARN messagers codant pour ces enzymes et donc on a constaté que leur expression varie en fonction de la lumière et de l'obscurité avec une forte expression des ARN messagers pendant la phase nocturne. Comment le message lumière du jour maintenant est alors transmis à la glande pinéale? Rappelons ce qu'on a vu dans le cours précédent. L'information lumineuse, donc que ce soit lumière ou obscurité transmise aux cellules rétiniennes, aux cellules ganglionnaires de la rétine, donc contenant la mélanopsine, et l'information elle est transmise directement au noyau suprachiasmatique via la voie rétino-hypothalamique. Ensuite, cette information est transmise via une voie multisynaptique mettant en jeu plusieurs neurones et synapses, en passant par le noyau paraventriculaire hypothalamique, par le feuillet intermédiolatéral de la moelle épinière, jusqu'au ganglion cervical supérieur, donc ici un nerf sympathique, donc le neurone préganglionnaire et le neurone postganglionnaire, qui innerve la glande pinéale, donc au niveau des terminaisons nerveuses, donc c'est le système sympathique. Donc on a comme neurotransmetteur libérant au niveau de la glande pinéale la noradrénaline, qui va agir sur les cellules de la glande pinéale pour induire la synthèse de la mélatonine et la sécrétion de la mélatonine dans la circulation. Alors la durée de la sécrétion de la mélatonine, bien sûr, dépend de la durée du jour. Donc il y a des variations saisonnières très importantes. Sa durée, elle est grande pendant l'hiver, comme d'ailleurs, puisque c'est un jour court, donc la durée de la phase obscure est longue, donc la sécrétion de la mélatonine va être longue. Et pendant l'été, une sécrétion moins longue, donc parce que la phase obscure, elle est plus courte, c'est le jour long. Alors, donc ce qu'on peut retenir, c'est que la noradrénaline joue un rôle très important dans la stimulation et dans
l'induction de la synthèse de la mélatonine pendant la nuit. Le même circuit est décrit chez l'homme, donc dans le cerveau humain. On peut reconnaître le trajet entre donc, les cellules rétiniennes, donc nous avons l'œil, les cellules rétiniennes qui captent l'information, qui envoient vers le noyau suprachiasmatique, vers le noyau paraventriculaire. Ensuite, ça descend aussi vers la moelle épinière avant d'atteindre le neurone préganglionnaire sympathique, le neurone postganglionnaire sympathique et atteindre l'épiphyse ou la glande pinéale, là où il va stimuler la pinéalocyte, donc une action sur les cellules de la pinéale pour induire la synthèse de la mélatonine. Donc on peut dire que la régulation de la biosynthèse de la mélatonine est sous le contrôle de 3 voies importantes. Une régulation adrénergique, donc due à l'adrénaline. Donc comment? Alors ici, vous avez le rectangle qui représente une cellule de la glande pinéale, la pinéalocyte, et la noradrénaline, ou ce qu'on appelle aussi la norépinéphrine, représentée ici en NE, va activer les récepteurs alpha-adrénergiques, couplés à une phospholipase C, entraînant par la voie des phosphoinositols une augmentation du taux du calcium intracellulaire. Ces taux élevés du calcium intracellulaire vont potentialiser la stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques, entraînant une élévation des taux de l'AMP cyclique qui active une protéine kinase A, et la protéine kinase A va phosphoryler une protéine de liaison crêpe qui se lie sur le site de liaison de l'ADN et active la transcription en ARN messager codant pour la N-acétylsérotonine. Alors cela aboutit à une libération de la mélatonine pendant la nuit, donc une libération de la mélatonine dans la circulation systémique. Donc la noradrénaline est un médiateur très important dans l'induction et dans la stimulation de la pinéalocyte pour convertir la sérotonine en mélatonine pendant la nuit. La deuxième voie de régulation, c'est une régulation photoneuronale. Le rythme de sécrétion de la mélatonine, comme on vient de le voir, est directement contrôlé par la photopériode, c'est-à-dire par la durée d'éclairement journalier, et sa durée est positivement corrélée à celle de la période nocturne. Donc la lumière a un effet inhibiteur sur la libération de la noradrénaline et diminue l'activité de la N-acétylsérotonine, diminue l'activité des enzymes de synthèse et aussi de la N-acétylsérotonine. Donc en d'autres termes, c'est l'obscurité qui active la libération de la noradrénaline et qui augmenterait l'activité des enzymes de biosynthèse et donc la sécrétion de la mélatonine. La troisième voie de régulation, c'est une régulation endogène par l'horloge centrale. Alors on sait que l'horloge biologique principale de l'organisme est localisée dans les noyaux suprachiasmatiques. Les noyaux suprachiasmatiques, ils sont reliés à l'épiphyse via la voie qu'on vient de voir, donc via la voie multisynaptique, donc ils peuvent agir pour induire la synthèse de la mélatonine par la glande pinéale, donc des interactions directes existent entre les noyaux suprachiasmatiques et l'épiphyse pour la sécrétion de la mélatonine. En retour, la mélatonine sécrétée dans la circulation agit sur les noyaux suprachiasmatiques pour exercer un rétrocontrôle et donc il y a des interactions entre ces deux oscillateurs qui sont considérés comme les oscillateurs principaux du système nerveux central. Les noyaux suprachiasmatiques, comme on va le voir, qui présentent une rythmicité circadienne très importante au niveau de ces cellules. Et le message envoyé, le message lumineux reçu par les noyaux suprachiasmatiques est transmis à la glande pinéale qui le convertit en un message endocrinien présentant une rythmicité circadienne
et qui constitue aussi un oscillateur endocrinien très important au niveau de l'organisme. Alors, ces deux oscillateurs, comme je viens de le signaler, sont des oscillateurs principaux du système nerveux central qui vont agir sur d'autres oscillateurs périphériques. Donc, on a découvert d'autres oscillateurs, plusieurs cellules au niveau des organes périphériques aussi, par exemple la moelle osseuse, les cellules sanguines, les cellules de l'intestin, les cellules rénales, les cellules hépatiques. Tous les tissus au niveau de la périphérie montrent des oscillations, mais qui restent sous le contrôle des oscillateurs centraux. Donc, in vivo, l'organisation temporelle des fonctions de l'organisme dépend des noyaux suprachiasmatiques. Et donc, cette horloge biologique importante assure une synchronisation temporelle interne coordonnant les variations circadiennes de nombreux paramètres biochimiques, physiologiques, comportementaux au niveau de notre organisme. On verra en détail ces mécanismes par la suite. Alors, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la mélatonine a une durée de vie courte de quelques minutes. Donc, elle est dégradée rapidement par le foie et les reins. Elle est hydroxylée en 6-hydroxymélatonine qui est ensuite excrétée sous forme sulfatée ou glucuronée. Alors, la forme sulfatée, c'est ce qu'on appelle la 6-sulfatoxymélatonine. En fait, cette forme sulfatée constitue un excellent marqueur, c'est un très bon marqueur pour évaluer la sécrétion de la mélatonine. C'est un composé qu'on trouve dans les urines, donc chez l'homme, chez les rongeurs. Donc, c'est un bon marqueur car on peut faire juste mesurer, doser la sulfatoxymélatonine dans un échantillon urinaire pour avoir une idée et pour évaluer la sécrétion de la mélatonine tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Donc, c'est une méthode non invasive qui ne demande pas de prélèvement sanguin. Il suffit d'avoir un échantillon d'urine, mesurer la 6-sulfatoxymélatonine pour avoir une idée sur la sécrétion de la mélatonine. Alors, l'étau plasmatique de la mélatonine montre aussi des variations très importantes en fonction de l'âge. Et on verra dans la séance des travaux dirigés les perturbations de l'horloge biologique avec les variations hormonales liées au vieillissement. Là, donc, rapidement, je vous montre la courbe qui montre ces variations des taux plasmatiques de la mélatonine en picogrammes par ml en fonction de l'âge des individus. Alors, chez les nouveau-nés, comme on peut le voir, la production de la mélatonine, elle est minimale. Mais directement après la naissance, ça augmente d'une manière exponentielle, d'une façon très spectaculaire pendant la petite enfance, donc de 0 à presque 5-6 ans. Donc, c'est une augmentation de la mélatonine très, très importante. Et à partir de la puberté, qu'est-ce qu'on constate? On constate une diminution des concentrations plasmatiques de la mélatonine qui continue à diminuer en fonction de l'âge. Donc, à l'âge de 40 ans, par exemple, les taux sont nettement plus faibles et encore, ça continue à baisser. Donc, même au-delà de 60 ans, les taux de la mélatonine restent vraiment très, très bas. Alors, ces taux plasmatiques de la mélatonine, effectivement, ont des répercussions très importantes sur la santé des individus. L'augmentation de ces taux plasmatiques pendant la petite enfance serait probablement due à l'effet de la glande pinéale sur le développement sexuel, car on sait que la glande pinéale et la mélatonine ont un effet antigonadotrope, donc ils inhibent l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc la baisse de la production de la mélatonine à la puberté pourrait être liée à une levée de cette inhibition
pendant, donc, à partir de la puberté et ça continue pendant l'âge adulte jusqu'à l'âge plus avancé. Concernant les mécanismes d'action de la mélatonine, c'est une hormone libérée dans la circulation sanguine, donc elle va agir sur ces récepteurs spécifiques, répartis sur divers tissus et organes. Les récepteurs bien connus à nos jours de la mélatonine sont des récepteurs qui appartiennent à la famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires. Donc, vous avez ici donc, le récepteur avec les 7 domaines transmembranaires, transmembranaire 1, transmembranaire 2, 3, 4, etc. Ce sont des protéines, bien sûr, formées de nombreuses séquences d'acides aminés. Et grâce à des expériences de mutagénèse, on a pu même identifier les acides aminés impliqués dans la liaison de ligands et donc ici la mélatonine, les sites de fixation, ainsi que les acides impliqués dans la fonction du récepteur. Par exemple, on montre ici les sites de phosphorylation par la protéine kinase C. Aussi, il y a certaines séquences d'aminés, parce que c'est un schéma qui a été pris d'une thèse, donc il montre ici aussi certaines séquences d'acides aminés qui seraient des particularités de la séquence des récepteurs de la mélatonine. Donc, certains endroits sont marqués pour montrer un petit peu les caractéristiques les particularités des récepteurs de la mélatonine. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a un domaine extracellulaire, bien sûr, de ces récepteurs, où le ligand vient se fixer. Donc ici, la mélatonine, elle se fixe, elle vient de la circulation, donc elle va s'y fixer sur la cellule cible, sur la membrane de cellule cible, donc au niveau donc, des sites de fixation. Donc elle se fixe sur le récepteur, bien sûr, localisé dans la membrane de la cellule cible. Et nous avons donc les domaines transmembranés, nous avons un domaine intracellulaire. C'est le domaine intracellulaire en relation avec le déclenchement de la réponse due à la liaison de l'hormone. Donc l'hormone se fixe au niveau extracellulaire. Elle induit effectivement, la liaison induit plusieurs changements au niveau intracellulaire, ce qui entraîne la réponse cellulaire. En fait, 2 types de récepteurs mélatoninergiques sont bien connus actuellement. Il y a le récepteur de type 1, le récepteur mélatoninergique de type 1 formé de 350 acides aminés, et le récepteur mélatoninergique de type 2 formé de 362 acides aminés. Tous les deux sont des récepteurs membranaires avec 7 domaines transmembranaires comme on vient de le voir. Dans les mécanismes d'action, donc, ce sont des récepteurs, comme vous le savez, couplés à la protéine G inhibitrice qui inhibe la synthèse d'AMP cyclique. Alors récemment, un 3e type de récepteur mélatoninergique a été découvert. Il s'agit d'un site de fixation atypique qui a été identifié identique à une enzyme, la quinone réductase, mais on ne connaît pas grand-chose sur ce récepteur, donc on cible surtout sur les récepteurs mélatoninergiques qui sont bien connus, les MT1 et les MT2. Donc ce sont les 2 récepteurs MT1 et MT2 qui ont été les mieux étudiés, et de point de vue localisation, on a constaté que ces 2 récepteurs présentent une large distribution aussi bien dans le système nerveux que dans le système qu'au niveau des organes périphériques, mais avec des grandes variations entre les espèces. Donc on parle de différences interspécifiques. C'est-à-dire que ces récepteurs existent, mais ils ne sont pas toujours localisés dans les mêmes structures d'une espèce à une autre. Donc on parle de larges différences interspécifiques. Chez les mammifères, par exemple, on a trouvé plus de 100 structures qui contiennent des récepteurs à la mélatonine dans le cerveau.
Ici, ce sont des coupes issues de l'hybridation in situ. Et donc, on peut voir les ARN messagers qui codent pour les récepteurs de la mélatonine ont été donc identifiés dans plusieurs structures au niveau du cerveau, donc dans la région du cortex, dans l'hypothalamus antérieur, dans la région du noyau suprachiasmatique, au niveau du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus, au niveau du corps strié, les noyaux amygdaliens, donc dans plusieurs structures cérébrales, aussi par exemple ici dans la région ventromédiane du thalamus, dans la pars tubéralis, l'éminence médiane. Donc plus d'une centaine de structures contiennent des récepteurs de la mélatonine dans le cerveau. Au niveau des organes périphériques, plus d'une vingtaine de tissus ont été découverts contenir des récepteurs mélatoninergiques, notamment on a trouvé des récepteurs au niveau de la rate, des gonades, des reins, du tractus gastro-intestinal, les lymphocytes humains, etc. Mais comme je l'ai souligné tout à l'heure, d'une espèce à l'autre, on note que le nombre et la nature des structures marquées varient considérablement. Cependant, il y a deux structures très importantes au niveau du cerveau qui présentent toujours des récepteurs MT1 chez toutes les espèces étudiées jusqu'à nos jours. Donc, ce sont les deux structures, les noyaux suprachiasmatiques que vous connaissez et la pars tubéralis dont on a parlé dans la séance du cours numéro 1. Donc, ces deux structures sont présentées, les récepteurs MT1, chez quasiment toutes les espèces étudiées. Et la région de la pars tubéralis, comme on va le voir, est la structure dans laquelle la densité des sites de liaison est la plus élevée. Donc, il y a des variations interspécifiques, mais chez toutes les espèces, il y a les deux structures, les noyaux suprachiasmatiques et la pars tubéralis, qui contiennent des récepteurs MT1. Concernant les récepteurs MT2, ils sont présents chez tous les vertébrés, principalement, on les trouve dans la rétine, dans les cellules rétiniennes, et dans les noyaux suprachiasmatiques, et probablement dans d'autres régions du cerveau. Donc, les recherches sont encore en cours et on commence à découvrir aussi les MT2 dans d'autres régions cérébrales. Donc, ici, je précise, les récepteurs MT1 de la mélatonine sont présents chez toutes les espèces dans deux structures importantes. Et je vous montre là la localisation des noyaux suprachiasmatiques, comme on l'a vu même en TP. Donc ici, le schéma, donc une coupe transversale de l'hybridation in situ avec le marquage des noyaux suprachiasmatiques. Sur une coupe schématique de l'atlas stéréotaxique, nous avons vu la localisation des deux noyaux suprachiasmatiques de part et d'autre du troisième ventricule, juste au-dessus du chiasma optique. Donc, c'est une structure très riche en récepteurs MT1. Et nous avons la deuxième structure cérébrale qui contient les récepteurs MT1 chez toutes les espèces, c'est la pars tubéralis de l'adéno-hypophyse. Comme nous le voyons là, c'est la coupe histologique que vous avez dans le cours 1, donc c'est la vue de profil. La pars tubéralis, c'est cette gaine qui entoure la tige de l'hypophyse. Elle fait partie de l'adéno-hypophyse. C'est une région in vivo très vascularisée et il joue un rôle très important, comme on va le voir, dans la transmission du signal de la mélatonine. Donc, c'est une région très riche en mélatonine, en récepteurs mélatoninergiques. Ici, la coupe transversale, donc une coupe issue de l'hybridation in situ avec l'allure du troisième ventricule qui s'élargit. Et nous avons la région de la pars tubéralis qui contient une densité très élevée de récepteurs de la mélatonine. Donc, ce sont les ARN messagers codants, bien sûr, pour les récepteurs de la mélatonine MT1. Concernant les signaux de transduction suite à l'activation des récepteurs à la mélatonine, le système de transduction est principalement lié à une inhibition de l'adénylate cyclase via une protéine G inhibitrice qui induit une diminution de l'AMP cyclique, entraînant une diminution de la protéine kinase A
ce qui a pour effet d'ouvrir les canaux voltage dépendants. Donc, les canaux voltage dépendants sont ouverts. Nous avons l'entrée du calcium et la sortie du potassium. Alors, une autre voie, lorsque la mélatonine se fixe sur les récepteurs MT1, donc une autre voie, donc une sous-unité de la protéine G inhibitrice, va impliquer donc la phospholipase C, donc il va potentialiser l'action de la phospholipase C, entraînant une libération de l'inositol phosphate 3, provoquant également une augmentation du calcium intracellulaire au niveau de la cellule. En fait, l'inositol triphosphate, l'IP3, est un second messager intracellulaire produit suite à l'action de l'hormone sur son récepteur couplé à la protéine G. Il est produit par l'hydrolyse du phosphatidylinositol biphosphate, qui est une petite molécule hydrosoluble qui quitte la membrane plasmatique et diffuse rapidement à travers le cytoplasme. Donc, l'IP3 issu de PIP2 va libérer le calcium à partir du réticulum endoplasmique en se liant sur une protéine canal calcium au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, ce qui va entraîner une augmentation du calcium intracellulaire. Le système de transduction des récepteurs MT2 est identique à celui des récepteurs MT1, c'est-à-dire principalement lié à une inhibition de l'adénylate cyclase via une protéine G inhibitrice. Mais contrairement au récepteur MT1, le récepteur MT2 agit également au niveau de la voie guanylyl cyclase, entraînant une diminution de GMP cyclique. Alors, en résumé, c'est ce que je vous ai montré là. Donc, le système de transduction des récepteurs MT1 met en jeu principalement l'inhibition de l'adénylate cyclase qui induit donc une diminution de la MP cyclique, de la protéine kinase et donc l'ouverture des canaux et l'entrée du calcium. Et aussi une autre voie qui met en jeu la phospholipase C entraînant la libération de l'inositol triphosphate qui provoque l'augmentation du calcium intracellulaire, alors que le système de transduction des récepteurs MT2 met en plus une autre voie qui est liée à une inhibition qui est liée à la voie guanylate cyclase entraînant la diminution de GMP cyclase, c'est-à-dire qu'il met en jeu la voie de l'adénylate cyclase et la voie de la guanylate cyclase. Alors, je terminerai sur cette diapo que je reprendrai la séance prochaine. C'est un schéma de synthèse qui rassemble ce qu'on a vu dans cette séance avec la circuiterie neuronale principale qui relie les noyaux suprachiasmatiques à la glande pinéale et à la synthèse de la mélatonine. Bien sûr, je n'ai pas représenté ici les éléments mis en jeu entre les noyaux suprachiasmatiques et la glande pinéale. Donc, la glande pinéale, en sécrétant la mélatonine pendant la nuit, dans la circulation générale, elle va agir, donc la mélatonine, elle est dans la circulation générale, elle va agir sur ces récepteurs qu'on vient de voir MT1 et MT2 au niveau de nombreuses structures pour exercer différents rôles fonctionnels, notamment, et comme on le voit là, le contrôle des rythmes circadiens et le contrôle des rythmes saisonniers. Et nous allons voir en détail la prochaine fois le rôle de la mélatonine dans la rythmicité circadienne et dans la rythmicité saisonnière. Je vous remercie pour votre attention.